7h43 avec l'attaque donc du site gazier algérien d'In Amenas. La crise malienne change de statut. La France, qui jusqu'à présent était restée seule engagée militairement, pourrait se voir enfin soutenue. En effet, plus de 40 étrangers ont été pris en otage à la frontière algérienne, mais le flou le plus total reste sur cette opération. Combien d'otages exactement ont été capturés? De quelle nationalité sont-ils? Comment ont-ils pu s'échapper certains? Combien sont morts? Nous attendons toujours les résultats, les chiffres, les commentaires des ministères et du ministère de l'Intérieur algérien. Les chiffres se contredisent pour l'instant, alors que le président de la République française, François Hollande, parlait hier d'un dénouement tragique, tout en reconnaissant que l'Algérie ne lui avait pas fourni peut-être assez d'informations. Je ne dispose pas assez d'éléments pour faire une évaluation, a dit hier dans un point presse le président de la République. Par ailleurs, cet événement modifie donc la crise malienne par la nature du lieu de la prise d'otages. L'Algérie, qui partage une frontière au nord du Mali, possède à l'effet de nombreux champs gaziers et d'une façon plus générale, le Sahel est un carrefour de l'extraction énergétique mondiale, une position primordiale donc aussi pour les intérêts français. Alors comme cela se murmure, ça et là, la France au fond est-elle intervenue davantage pour défendre des positions économiques qu'humanitaires, et puis sera-t-elle donc enfin appuyée par une communauté internationale, en tout cas au moins une communauté européenne unie? Pour parler de tout cela, Hubert Védrine, donc bonjour Hubert Védrine. Je le rappelle, vous avez été ministre des Affaires étrangères sous le gouvernement Jospin de 97 à 2002, et puis nous serons aussi également avec Francis Perrin, bonjour. Bonjour. Directeur de la rédaction du magazine Pétrole et Gaz Arabe, et nous évoquerons toutes ces questions énergétiques plus précisément, plus en profondeur dans la deuxième partie, et puis nous rejoindrons également depuis Oran en direct tout à l'heure Kamel Daoud, éditorialiste au quotidien d'Oran. Hubert Védrine, doit-on voir tout de même dans ce qui s'est passé en Algérie sur le site d'In Amenas, au fond, un échec de la politique algérienne en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme, plus de 20 ans après les événements que l'on sait en Algérie, notamment de 95 avec le GIA? Je crois qu'il faut se garder d'abord d'interprétations trop rapides, de jugements trop rapides, de critiques un peu faciles vues de loin. Bon, c'est pas parce que l'Algérie a connu une guerre civile affreuse, sanguinaire, on l'estime à au moins 250 000 morts, d'où la dureté des Algériens par rapport au moindre risque de récidive, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs le président Bouteflika d'avoir une politique aussi de réinsertion, d'ouverture, de réconciliation, etc. Bon, c'est pas parce qu'ils ont connu ça, vécu ça, et qu'ils ont réussi à contenir cette gigantesque vague islamiste chez eux, qu'ils sont complètement à l'abri, par principe, sur un territoire immense, avec des frontières de milliers et de milliers de kilomètres, d'une autre opération de prise d'otages. Donc pas à conclure à un échec, c'est une lutte sans fin. La presse algérienne s'émeut, tout de même, dit-elle, d'un manque de préparation au fond à ce genre d'événement de l'armée algérienne, et fait un parallèle avec les années noires de l'Algérie, notamment dans El Watan, en disant au fond que, comme en 97 et en 98, l'armée algérienne s'est distinguée par sa passivité. Oui, mais la presse algérienne, je vais être désobligeant envers personne, mais elle est comme la presse française. D'abord, elle est très émotive, très réactive, elle tire des conclusions en 3 minutes sur des choses compliquées, puis vous y trouvez tout le contraire de tout. Donc vous avez cité ça, vous pouvez certainement trouver des éditoriaux qui disent l'inverse de ce que vous avez cité. Donc de toute façon, c'est pas l'élément fondamental de la réalité, ce que dit la presse algérienne. Non, je pense qu'aucun pays, tant que cette vague islamo-terroriste, qu'il ne faut pas confondre avec l'islamisme en général, tant que ça n'a pas été véritablement stoppé, éradiqué, tant que les jeunes types qui sont enrôlés là-dedans n'ont pas mieux à faire, pendant des années et des années, il y a un risque potentiel qui est toujours là. Ça ne veut pas dire qu'il y a un échec algérien, pourquoi on dirait ça. Alors, est-ce que l'événement sur l'île d'In Amenas change la donne du conflit et de notre intervention au Mali? Ça ne change pas la donne, ça élargit. Ça élargit le champ, mais il est clair au début que quand la France a dû prendre la décision difficile de laisser faire la conquête de Mopti, ce qui aurait été la conquête de Bamako, donc la chute du Mali, qui serait devenue une base arrière globale, à partir de ce moment-là, c'était clair déjà que c'était une question pour le Sahel. C'est pas que le nord du Mali. Et je pense que si les membres permanents du Conseil de sécurité, qui sont pas toujours d'accord, même rarement d'accord entre eux, s'ils ont adopté les textes qu'ils ont adoptés
avant Noël et les déclarations depuis. Et si les Européens s'expriment maintenant, à mon avis, ils n'en font pas assez, mais s'ils s'expriment comme ils le font maintenant, c'est bien qu'il y a conscience d'un problème qui dépasse simplement une simple contestation au nord du Mali. Vous regardez la carte, vous voyez bien à quel point cette question est fondamentale pour l'Algérie. Vous venez d'en parler, mais aussi pour la Mauritanie, pour le Sénégal, pour le Burkina, etc., etc. Donc si ce n'était pas un problème en train de devenir une question de sécurité mondiale, en tout cas au moins pour les Africains, pour les Arabes, pour les Européens et même pour d'autres puissances, encore une fois, il n'y aurait pas eu ces textes qui donnent la base légale et légitime à l'intervention. Ouais. Donc, le fait que ça s'élargisse, c'est malheureusement pas une surprise. Si c'est un problème à d'autres formes d'élargissement de ce conflit. Ouais, si c'est un problème de sécurité mondiale, pourquoi y sommes-nous seuls encore pour l'instant au Mali ? On est là au début, parce que comme ça s'est passé dans l'urgence, alors que le Conseil de sécurité avait appelé à la formation d'une force africaine, mais qui n'est pas prête encore, qui est en train de se préparer, mais qui n'est pas prête. Dans l'urgence, la France était le seul pays capable d'intervenir, et on voit que la France en est capable, et ça aurait été une responsabilité terrible de ne pas le faire, de se défausser à ce moment-là. Donc la France est intervenue comme pays précurseur. Je reprends le mot que je citais tout à l'heure de Laurent Fabius, qui me paraît tout à fait juste. Ce n'est pas une initiative française, c'est une réponse française. C'est l'inverse. La non-réponse française à cette situation d'urgence aurait été littéralement incompréhensible et tragique dans ses conséquences, y compris sur le plan de la sécurité. Et c'est une réponse donc affirmative, positive à la demande du président malien. En plus du Conseil de sécurité, en plus de la CEDEAO, etc. Donc la France est en première ligne parce qu'elle est la seule capable. En plus, elle a une connaissance de la région, une connaissance du terrain, mais il est évident que ça ne doit pas rester dans cette situation. Et le souci de nos autorités, c'est bien sûr que sur le plan militaire, politique, diplomatique, ensuite économique, etc., il se constitue un ensemble plus vaste. Les premiers contingents africains sont en train d'arriver, les éléments précurseurs. Alors ça aurait dû mettre des mois et des mois, et ça va mettre quelques semaines par rapport à ça. Je suis convaincu que très vite, on aura ces éléments, parce que pour tous ces pays, c'est fondamental. Ils ne font pas d'analyse franco-française sur le sujet. Ils ne font pas d'analyse archaïco-historique, en disant colonialisme et compagnie. Non, il y a une question de sécurité pour les pays africains d'aujourd'hui et de demain. Donc je pense que ça va prendre assez vite une tournure différente et qu'il faut se garder de conclusions trop franco-françaises, trop rapides. Ce qui n'est pas le cas, vous le disiez tout à l'heure, dans la classe politique, à part 2 ou 3 voix isolées qui disent attention à ce que ça ne tourne pas mal. Oui, bien sûr. Il faut faire attention à ce que ça ne tourne pas mal. C'est avec le souci de l'ensemble des participants. Alors, enfin, cela dit, je repose ma question. À quel moment la France sera tout de même telle moins seule on a entendu Daniel Cohn-Bendit déplorer notamment la position européenne, disant oui, c'est très bien, vous nous soutenez avec des infirmières, mais quid des forces armées. Gilles Kepel, rappelé ici, a écrit dans Le Monde hier que la France est dans une sorte d'intenable solitude. Et on sait tout de même, pour s'en souvenir, et qu'il n'y a pas si longtemps, que lors de l'intervention en Libye, d'aucuns observateurs disaient qu'il fallait que ça finisse par s'arrêter, cette intervention en Libye, parce que nos forces, tout de même, commençaient à faiblir. Oui, mais il faut distinguer les différentes opérations, c'est pas la même chose. Oui, mais... Il n'y a pas le problème, par exemple, de l'aviation, de la logistique qui était utilisable, qu'il fallait utiliser en Libye. Moi, je vois la Réunion européenne. C'est vrai qu'elle aurait pu aller plus loin, mais on sait très bien aussi que les Européens sont très tétanisés, très divisés sur la question de l'emploi de la force, même quand c'est archi-légal, archi-légitime. Quand c'est pas légal, ils disent c'est illégal, mais quand c'est légal, ils disent c'est compliqué. Bon. Donc il y a une situation européenne de facto. Mais je vois que beaucoup de participants à la réunion d'hier ont dit on n'a jamais vu un tel soutien des Européens, en tout cas au principe d'une opération. Donc déjà, il n'y a pas de contestation du principe. C'est une question de sécurité. Mais sur le terrain et au sol, il n'y a que des Français. Oui, pour le moment. Mais quand je vois que Mme Merkel dit la situation dans la région fait partie de la situation sécuritaire de l'Allemagne, elle ne parle pas à tort et à travers, Mme Merkel, on le sait, c'est une situation énorme. Donc ils reconnaissent que ce n'est pas une lubie des Français. Ça ne concerne pas que les pays d'Europe du Sud. C'est une question de sécurité qui concerne l'ensemble des Européens. Maintenant, comment vont-ils participer ? Au début, ils disent on va participer financièrement, par de la logistique, par de la formation. On peut dire, comme Cohn-Bendit, c'est pas assez, il faut qu'il y ait un engagement supplémentaire. Mais la vocation française n'est pas non plus d'assumer une mission co-militaire. Très vite, ça va prendre une tournure politique.
Comment est-ce qu'on peut convaincre les Maliens dans cette situation de trouver un accord entre eux, de traiter correctement la question Touareg, alors qu'en général, historiquement, ils ne pensent qu'à réprimer les Touaregs et plutôt qu'à combattre les islamistes ou les bandits de grand chemin. Une partie des Touaregs sont prêts au dialogue, d'autres pas. Enfin, c'est compliqué. Mais dans toute cette dimension, je pense que l'Europe va jouer, les Européens vont jouer un rôle croissant. Mais c'est vrai quand même. Je l'ai d'ailleurs écrit dans mon rapport au président de la République sur l'OTAN et l'Europe de la défense, il y a quelques mois, c'est vrai que le Sahel va être un test. J'avais écrit ça à l'avance. On est dans le test, mais les positions ne sont pas figées. Je pense qu'elles vont évoluer rapidement. Un test, pourquoi exactement ? Pour de savoir comment l'Europe... Ça, je l'écrivais à propos de l'Europe de la défense, donc pour savoir si les Européens sont capables, en vrai, sur une question urgente, réelle, de se mettre d'accord pour avoir une pensée, une volonté, une action collective ferme. Voilà, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Mais c'est pas, il faut pas trop commenter ce qui se passe à partir de des positions figées d'avant, des déclarations que les gens font sous le coup de l'urgence et de l'émotion, ce qui est la nature de nos sociétés médiatisées, disons. Bon, il faut voir comment ça va bouger. Dans chacun des pays, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, il y a un débat entre ceux qui disent « Oh là là, attention, est-ce que c'est que les Français ?» Non, il faut peut-être faire plus. Donc cette discussion a lieu et je pense qu'elle va être accoucheuse de quelque chose de différent. Mais quoi qu'il arrive, Hubert Védrine, l'émotion finira bien par surgir et sans doute fendre l'union sacrée actuelle dès que les premiers morts reviendront. Ça, c'est pas l'émotion, c'est la contestation. Ce qui s'est passé aux États-Unis. Non, ce que je veux dire, c'est que dans tout non, mais on n'est pas du tout dans un cas de figure qui va ressembler à ce qui s'est passé au bout d'années et d'années et d'années en Afghanistan. Ne comparons pas. C'est pas parce qu'il y a des brigades islamistes que ça va représenter un truc comme l'Afghanistan, énorme pays, montagneux, impénétrable, jamais conquis, avec le Pakistan, base arrière à côté. C'est pas transposable, ça. Puis il n'y a pas de raison d'être déjà... Enfin, certains prévoient quand même que dans 5 mois, ce sera la saison des pluies et qu'on ne pourra pas se battre dans un pays qu'on ne connaît pas bien pendant la saison des pluies, alors que les forces armées qui sont là-bas sont comme chez elles, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve. Toutes ces observations sont très, très justes. Mais il faut que l'opération soit pliée avant 5 semaines. Soit on en déduit qu'il ne fallait pas y aller. Je vous pose des questions. C'est pas votre cas. Bon. Ah non, moi je n'ai pas d'avis. Ah d'accord. Bon, donc soit on revient en arrière en disant, compte tenu des difficultés, des risques, et de l'absence de soutien, etc. Du coup, il fallait laisser faire. Donc il fallait laisser faire le contrôle de Mopti puis de Bamako, donc la chute du Mali, donc une sorte de gigantesque Mali des talibans en quelque sorte, et on aurait été obligés collectivement, les Africains, les Arabes, les Européens, les Américains et nous, de faire une espèce d'énorme opération militaire dans les 2 ans, bien pire que les difficultés de celle-ci. Donc je pense que si on revient à la décision initiale, il faut se poser ces questions-là. Ou alors, tout ce que vous dites et qui est très juste, c'est simplement faisant attention dans la conduite de l'opération à régler ces problèmes qui vont survenir si on ne les a pas traités avant. Donc c'est un peu ce qu'a dit Giscard, en disant attention, est-ce que ça ne tourne pas à quelque chose de néocolonial, c'est ce qu'avait dit Villepin. Donc si je prends les 3-4 déclarations un peu critiques ou alarmistes, oui, il faut intégrer ces observations justes dans la conduite des opérations et militaires et politiques. Hubert Védrine, certains disent aussi, appelons après tout un chat, et plutôt que de se faire passer une fois de plus pour le chevalier blanc de l'humanitaire, disons que nous intervenons là-bas parce qu'il faut protéger les enjeux énergétiques de la France, voire de l'Europe, voire du monde. Si l'on prend la question de l'uranium dans le pays voisin au Niger, et si l'on prend tout simplement cette question de gaz, notamment de gaz algérien, voilà, il faut intervenir parce qu'il faut protéger nos ressources énergétiques. Il y a toujours des malins dans les guerres pour dire « Ah, moi je suis au courant, c'est à cause du pétrole ». Mais c'est presque jamais vrai, en fait. Parce qu'il y a très 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 peu de cas où l'intervention militaire rend plus facile l'accès aux sources énergétiques. C'est très rare, en fait. Mais c'est une croyance très très répandue. Dans le cas d'espèce, si la seule question, était celle de la sécurisation, dans l'intérêt même du Niger d'ailleurs, dont c'est la ressource principale, de sécuriser l'accès aux mines d'uranium du Niger, il y aurait une opération internationale pour sécuriser le Niger. Mais ce n'est pas du tout de ça dont il s'agit. Et je ne vois pas pourquoi les membres du Conseil de sécurité auraient adopté, donc encore une fois sans veto, un texte uniquement parce qu'ils seraient soucieux des intérêts énergétiques, je ne sais pas lesquels, ils sont inexistants au nord du Mali. Il y a de l'or dans le sous-sol du Mali. Et alors vous pensez qu'on fait ça pour l'accès à l'or du Mali? Non, c'est pas sérieux ça. Donc c'est une... Et puis en plus, si vous regardez les sources d'énergie dans le monde, il y a un spécialiste à nos côtés, c'est évidemment pas là que ça se passe. Donc je ne pense pas que ce soit une explication pertinente de ce qui s'est passé et du fait qu'encore une fois, revenons-y, parce que quand il n'y a pas la résolution du Conseil de sécurité, on en entend parler toute la journée, parce que c'est considéré comme illégal, illégitime. Quand il y en a une, il faut s'y reporter. Donc je ne crois pas que ce soit pour des raisons
énergétique. Parce que ça pouvait devenir un risque sécuritaire, évidemment malien, puis régional, puis africain, puis arabe, puis mondial. Dernière toute petite question et courte réponse, pardon, Hubert Védrine. D'autres commentaires aussi, ça et là, disent au fond c'est un piège. On s'est fait avoir. Par les groupes islamistes qui ont provoqué au fond une situation pour ensuite que l'on parte à la guerre et que l'on s'embourbe, un peu comme au fond les États-Unis sont allés après le 11 septembre à l'Afghanistan pour 10 ans. Je crois que c'est leur prêter plus de machiavélisme qu'ils n'en ont et plus d'unité entre eux qu'ils n'ont, parce que les spécialistes pensent qu'au contraire, il y a une sorte de concurrence et de rivalité dans la provocation, et qu'ils ont simplement voulu tenter une opération avant que la force soit sur pied, puisqu'elle était prévue pour être sur pied dans quelques mois, voire dans quelques semaines. Donc ils se sont dit, on va en profiter avant, et la France n'osera pas. Ne sera pas capable et personne ne sera capable de donner un coup d'arrêt. Je crois que c'est plutôt ça. 8h17, l'heure de la chronique de Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Vous savez qu'il est difficile de parler après Hubert Védrine de ces sujets compliqués sans se ridiculiser, alors je vais essayer en dissimulant... Il est parti. Oui, mais enfin, les auditeurs ont encore en mémoire ses propos et ils étaient remarquables comme à chaque fois. Alors je vais me cacher derrière quelqu'un d'autre, moi. Je vais me cacher derrière Dominique Moisy, un Français qui écrit sur le site Project Syndicate, qui est sans doute ce qu'il y a de plus prestigieux en ce moment dans le domaine de la finance, de l'économie que de l'international. Voilà ce qu'écrit Dominique Moisy donc sur Project Syndicate en anglais, parce qu'on ne prend pas la peine de traduire en français maintenant, mais passons. On va recevoir des lettres. Au Mali, écrit Dominique Moisy, je traduis, la France est redevenue un gendarme régional par défaut, et cela pour 3 raisons. Je résume les 3 raisons. Primo, parce que les Américains, traumatisés par leur échec en Somalie il y a 20 ans, sont devenus extrêmement réticents à intervenir sur le continent africain. Deuxio, parce que l'intérêt des Européens pour les actions militaire extérieure est au plus bas. Tertio, parce que les forces militaires locales, on pense tant à l'armée malienne elle-même qu'à celle de la CEDEAO, ne sont pas à même de faire face à des bandes de djihadistes déterminés et bien équipés. Alors certains, vous le disiez tout à l'heure Marc, ont commencé à critiquer la décision de François Hollande en pleine période de rigueur budgétaire d'envoyer nos soldats barrer la route de Bamako aux milices djihadistes qui se sont déjà emparés de tout le nord du Mali. Mais qu'aurait-on entendu si la capitale malienne elle-même était tombée à son tour? Le président de la République a déclaré lors de ses vœux à la presse mercredi dernier, je le cite, « La France n'a aucun intérêt au Mali. Elle ne défend aucun calcul économique ou politique. » Fin de citation. Il est vrai que ce pays est l'un des plus pauvres du monde et que les intérêts économiques de la France ne seraient en rien affectés s'ils venaient à tomber tout entier aux mains de gangs se réclamant du djihad. Sur le plan stratégique, par contre, le pays est placé au cœur d'un nœud de communication très important et l'Europe entière aurait tout à redouter de la présence d'un État djihadiste et mafieux au nord-ouest de l'Afrique. Mais la clé de la région tout entière, c'est l'Algérie qui la détient. Et c'est bien pourquoi c'est dans ce pays que nos adversaires ont décidé prioritairement d'exporter leur guerre, avec les résultats qu'on découvre ce matin. Pauvreté du Mali, je le disais, le pays est classé 170e sur 192 par la Banque mondiale quant au PIB par habitant. Il vit de l'agriculture vivrière, exploite un peu de coton et exporte un peu d'or. Nos échanges commerciaux avec ce pays sont négligeables. Nos exportations en direction du Mali représentent 280 millions d'euros, soit moins de 1% du total. Et surtout, nos importations en provenance de ce pays sont encore plus insignifiantes, 0,002% du total de nos importations. Alors certes, il y a quelques 5000 Français installés au Mali. Ils y travaillent essentiellement dans les services, mais les investissements français au Mali sont, eux, très très faibles. Par contre, la stabilité du Mali, elle est d'une importance capitale pour toute la région parce que le pays se trouve placé au cœur de plusieurs axes commerciaux et humains. Si nous n'avons pas d'intérêt économique au Mali, nous en avons assurément au Niger voisin où Areva tire un tiers de sa production d'uranium. Le pays est aussi voisin de la Mauritanie où Total exploite des puits de pétrole. Mais c'est en Algérie que se trouve la clé. Pendant longtemps, le gouvernement algérien a, semble-t-il, fermé les yeux sur d'étranges colonnes de 4x4 qui, venues de Libye, descendaient vers le Mali, avec des mitrailleuses. Une sorte de modus vivendi s'était établi. Tant que les intérêts algériens n'étaient pas menacés, les djihadistes pouvaient bien se livrer à leur petit trafic. En choisissant son camp, en nous laissant survoler son espace aérien, Alger nous rend un très grand service. Pas étonnant que les islamo-gangsters le lui fassent payer très cher aujourd'hui. Mais lorsque les soldats français seront partis, car ils ne sauraient rester indéfiniment sans exposer notre pays à l'accusation de néocolonialisme, l'Algérie
dont l'armée, bien entraînée, bien équipée, est autrement plus sérieuse que celle du Mali, sera amenée à jouer un rôle décisif pour le contrôle de la région. La chronique de Brice Couturier à télécharger sur franceculture.fr. Il y a une réaction peut-être à cette chronique, Francis Perrin, et puis nous parlons de ces enjeux énergétiques. Je crois qu'effectivement, la bande sahélienne ne représente pas un enjeu énergétique majeur, c'est le moins qu'on puisse dire. Le Mali n'est pas un pays producteur d'hydrocarbures, de pétrole ou de gaz. Le Niger est évidemment un enjeu en termes d'uranium. Et il est frontalier tout de même. Tout à fait, voilà. Notamment pour la France. Oui. Et on connaît l'importance du programme nucléaire en France, 75% de notre consommation d'électricité. Donc bien sûr, ça c'est un enjeu important. Et quelle est la part de l'uranium nigérien dans l'électricité française ? Brice Couturier le disait, à peu près donc un tiers des approvisionnements d'Areva, donc c'est tout à fait significatif. Cela dit, il n'y a pas que le Niger en matière d'uranium au plan mondial, c'est l'un des 10 premiers détenteurs de réserves dans le monde, mais on a l'Australie, le Kazakhstan, les États-Unis, le Brésil, la Russie. Donc on n'est pas dans une situation de pénurie d'uranium. Il faut pas, je pense, c'est un enjeu important, mais il faut pas non plus le gonfler. Il y a de l'exploration pétrolière ou gazière au Mali ou au Niger. Et d'ailleurs, la Sonatrach, l'entreprise algérienne du pétrole et du gaz, explore dans ces deux pays parce qu'elle pense qu'éventuellement certains bassins sédimentaires algériens riches en hydrocarbures pourraient se prolonger dans ces deux pays. Les bassins pétroliers ou gaziers, évidemment, ne connaissent pas les frontières politiques, c'est clair. Mauritanie, petit producteur de pétrole. Total ne produit pas de pétrole en Mauritanie, mais fait de l'exploration, avec la Sonatrach d'ailleurs, qui là aussi espère. Mais le Tchad, petit producteur de pétrole, c'est pas un enjeu énergétique. L'enjeu énergétique, il est en Afrique du Nord, bien sûr, Algérie, Libye, Égypte. Là, effectivement, on est sur de grands producteurs, exportateurs de pétrole et de gaz. L'Algérie plus gazière que pétrolière, la Libye plus pétrolière que gazière. Mais on ne va pas faire la guerre au Mali pour les ressources énergétiques du Mali et du Sahel, et même pour l'uranium du Niger et pour l'or du Mali. Vous ne croyez pas à l'analyse que l'on peut lire ça et là, justement aussi, qui consiste à dire au fond que c'est une guerre qui est une forme de guerre impérialiste sur le mode davantage donc de la protection de nos intérêts économiques que des intérêts humanitaires? Je crois que c'est beaucoup plus une guerre qui a été décidée pour des raisons politiques et stratégiques que pour des raisons énergétiques, minières ou économiques. Les aspects politiques et stratégiques sont essentiels. Et puis, il y a évidemment la question importante, Brice Couturier le rappelait dans sa chronique, de 5 à 6 000, d'après les chiffres du ministère français des Affaires étrangères, Français vivant au Mali. Ça, effectivement, c'est un enjeu qui n'est pas négligeable du point de vue, bien sûr, de Paris. Mais je crois qu'il ne faut pas penser, comme le disait Hubert Védrine, que derrière toute guerre, toute opération militaire, il y a soit du pétrole, soit du gaz, soit du charbon, soit de l'uranium. Ça existe. Mais franchement, si c'est le cas... La première guerre en Irak semblait tout de même être motivée, oui, entre autres, par cela, puisqu'on se souvient comment... Mais là, on est au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, c'est 55% à 60% des réserves prouvées de pétrole dans le monde. Le Sahel, c'est rien en matière énergétique, soyons clairs, pour l'instant, à part l'uranium du Niger. Mais la guerre est au Mali et pas au Niger. Et encore une fois, la situation du marché de l'uranium n'est pas telle qu'à supposer qu'il y ait de graves problèmes dans ce pays, ce soit une catastrophe mondiale. On n'est pas sur des enjeux énergétiques majeurs, loin de là. Brice Couturier. Oui, mais justement, j'assistais sur le fait que, oui, c'est évident qu'on n'a pas d'intérêt économique au Mali. Mais par contre, le Mali est un nœud de communication très important. Le Mali, si la totalité du Mali tombait entre les mains de ces bandes qui sont armées par des dépôts pris chez Kadhafi, c'est toute la région qui risquait la menace. Et ce qui me paraît très intéressant, c'est le choix fait par le gouvernement algérien ces tout derniers jours. Car en effet, il y a encore peu de temps, le gouvernement algérien, la presse algérienne nous critiquait vivement pour notre intervention sur place. Or, ce qui s'est passé là dans cette usine d'exploitation gazière montre qu'aujourd'hui le gouvernement algérien est menacé directement dans ses intérêts. Il faut se souvenir que jamais les djihadistes, pendant la guerre civile qui a fait 200 000 morts dans ce pays quand même, entre le GIA et le gouvernement et les militaires, jamais les djihadistes ne s'en étaient pris aux installations pétrolières et gazières. C'était une espèce de tabou. On tuait les gens, on massacrait les femmes et les enfants, mais on ne touchait pas au pétrole et au gaz. Parce qu'il ne fallait pas décourager l'opinion internationale vis-à-vis des ressources économiques et énergétiques. Là, un cran est franchi. Non, je pense que là, c'est un point
qu'il faut nuancer. Il y a eu pendant ces terribles années 1990 en Algérie, il y a eu des tentatives de la part du GIA ou des GIA à l'époque, groupe islamique armé, de s'en prendre à du personnel ou à des installations pétrolières et gazières, mais pas avec beaucoup de succès. Il y a eu une attaque, notamment contre une base de l'entreprise franco-américaine Schlumberger, entreprise de services pétroliers, et il y a eu plusieurs morts. Il y a eu, dans certains cas, des attentats contre des gazoducs ou oléoducs qui ont sauté suite à une explosion. Les équipes d'urgence de la Sonatrach sont arrivées, ont réparé ça en 24 heures, 48 heures, et on n'en a pas vu la différence en termes de... Il y a eu des tentatives, mais ces tentatives n'ont pas été couronnées de succès. De ce point de vue-là, ce qui vient de se passer, ce qui se passe encore, ce n'est pas terminé malheureusement à In Amenas, est d'une toute autre ampleur. Il y a un autre élément aussi, c'est que les GIA dans les années 90 étaient surtout présents dans le nord de l'Algérie et pas dans la partie saharienne. Or, les réserves et ressources de pétrole et de gaz de l'Algérie, elles sont au Sahara. Et donc, dans le nord, bien évidemment, c'était les villes, c'était les campagnes, voitures piégées, massacres dans les villages, etc. Mais dans le désert, évidemment, on a des sites qui sont protégés, bien protégés, pas suffisamment comme ce qui vient de se passer à In Amenas le montre, mais sont des sites stratégiques. On a l'armée ou la gendarmerie, on a des protections privées, on a des sociétés de sécurité, on a des protections électroniques. Comment expliquer c'est beaucoup cette plus prise facile de d'otage s'attaquer à des personnes dans des villes ou dans des villages, c'est sans risque pour des groupes terroristes. Comment expliquer alors cette prise de la base d'In Amenas? Vous connaissez, j'imagine bien, ce terrain-là. On voit des cartes partout maintenant avec Internet, cartes à l'appui, la voie de chemin de fer, la frontière pas très loin, le site au sud. On est à une centaine de kilomètres de la frontière avec la Libye. Ça dépend de quel point, 60 à 100 kilomètres. On est à 1300 kilomètres à l'est d'Alger. On est évidemment dans une zone où les frontières dans le désert, bien sûr, ça a un caractère de passoire, c'est évident. Il n'y a pas un douanier tous les 5 mètres pour contrôler les passages. Et on ne sait pas d'ailleurs exactement d'où viennent ces groupes terroristes. On dit Libye, on disait Mali, ça c'est encore des choses qu'il faut vérifier. Oui, on dit Mali et Libye, enfin tout ça est très incertain. On ne le sait pas exactement. Mais ce qui est clair, c'est que c'est évidemment très difficile à contrôler. Mais ces groupes ont été largement décimés, je dirais, dans la partie nord de l'Algérie, par les forces de sécurité algériennes au fil des années. Ils se sont réfugiés plus au sud, dans le Sahara, où ils errent depuis quelque temps, sans grand succès. Ils sont descendus vers le sud, ce qui, de ce point de vue-là, est plus dangereux pour le complexe pétrolier et gazier de l'Algérie. Il y a évidemment la situation régionale, le Mali que nous évoquons, même si là encore, personne ne peut démontrer que ce qui vient de se passer à In Amenas, ce qui se passe encore, est véritablement une réponse à l'intervention française au Mali, ou si le Mali est un prétexte. Il y a deux hypothèses. On dit que c'est une opération qui aurait pu être préparée de très longue date, à mon avis, et que du coup cela coïncide avec la question de la France au Mali. Le Mali est une carte facile à ajouter pour se raccrocher à l'actualité internationale. Mais que pour réussir une opération entre guillemets comme celle qui a eu lieu, ça ne peut pas s'improviser. Ça me paraît tout à fait évident, c'est clair. La question des complicités internes aussi doit être posée. On ne peut que poser des questions, on n'a pas les faits. Même sur le déroulement purement factuel, on ne sait pas très bien ce qui se passe et ce qui s'est passé, donc soyons très prudents. Mais je suis absolument persuadé que cette opération n'a pas été décidée dans les 2 ou 3 derniers jours, mais agiter la carte Mali, évidemment, et partir en guerre contre les croisés, c'est très simple. N'oublions pas que ce sont des groupes dont l'une des principales armes, outre la Kalachnikov et autres choses très sympathiques, c'est la communication et Internet. Donc, par les temps qui courent, dire, voyez, on riposte à l'agression française au Mali, on veut que les troupes françaises se retirent du Mali. Peut-être, c'est l'explication, peut-être c'est tout simplement un prétexte commode. Quelle que soit l'issue que l'on va finir par connaître, en tout cas de justement cette prise d'otage, effectivement, ce que vous dites est important, Francis Perrin. Au fond, les groupes djihadistes en question considèrent que c'est une victoire, puisqu'au fond, sur Internet... C'est un coup d'éclat pour eux, c'est clairement. Ce qui, d'ailleurs, laissait penser, évidemment, que les autorités algériennes n'allaient pas les laisser partir. Il était évidemment hors de question pour les autorités algériennes et pour l'armée algérienne. Quel que soit le coût humain, notamment par rapport aux otages. Absolument. L'aspect exemplarité, dans le mauvais sens du terme, bien sûr, aurait été beaucoup trop important. Il était évident depuis le début, on ne savait pas quand ça allait se passer, que personne ne partirait d'In Amenas. Daniel Salnave. Oui, la question que je vais vous poser, je la pose avec beaucoup de prudence, parce que je ne veux pas avoir l'air de quelqu'un qui pérore sur tous les sujets qui se présentent. Mais je me demande s'il ne faut pas réfléchir à partir de ce qu'écrit Gilles Kepel dans Le Monde. C'est-à-dire que c'est assez déchirant de penser que nous sommes venus
au secours des populations en Libye, des populations de Benghazi, et personne ne pouvait soutenir l'idée qu'il fallait garder le président Kadhafi et encore moins le soutenir. Mais est-ce qu'on n'a pas traiter la chose avec une certaine imprudence en disant maintenant qu'on en a fini avec lui, on disparaît, et là une espèce de marché aux puces de toutes les armes, y compris des armes lourdes, s'est trouvé ouvert. Est-ce qu'on ne risque pas dans plusieurs points autour de la Méditerranée, comme conséquence des révolutions, est-ce qu'on ne risque pas cela? Et comment en tenir compte? Comment traiter cette question? Personne ne peut dire que ce n'est pas un risque effectivement sérieux, et je pense que personne ne peut dire que ce risque a été pris en compte comme il aurait pu ou dû l'être. Ça, je partage tout à fait cette opinion. Vous évoquiez tout à l'heure dans ma présentation à Amnesty International, pourquoi est-ce que je fais le lien? Parce que la question du commerce et du trafic des armes est une question clé, pas seulement dans le domaine des droits de l'homme, mais en termes politiques, stratégiques et diplomatiques. C'est une question que la communauté internationale doit véritablement traiter au fond, et je l'évoque en termes d'actualité toute récente et très prochaine, parce que nous aurons cette année, très prochainement, dans quelques semaines, une nouvelle conférence des Nations Unies en vue de tenter d'aboutir à un traité mondial qui réglementerait le commerce des armes, conférence qui a échoué donc en 2012, et c'est un sujet absolument capital. Pour l'instant, c'est vrai que c'est un sujet qui est traité, excusez-moi l'expression, mais par-dessus ou par-dessous la jambe, et à mon avis, on n'accorde pas du tout à cette question-là, armes au sens large du terme, armes et matériel et équipements militaires, logistique, etc. On n'accorde pas à cette question dans les grandes chancelleries, dans beaucoup de milieux, dans les milieux industriels où en général on dit c'est pas un problème, c'est pas grave, etc. Nos armes sont bien, celles des concurrents sont moins bien. Je crois que c'est véritablement un problème avec lequel qu'il faut traiter et qu'il faut affronter. Et j'espère vivement que les Nations Unies, très prochainement, dans quelques semaines, seront à la hauteur de leur mission et que nous n'aurons pas des blocages de la part de certains pays, on sait lesquels, qui diront non, finalement, attention, souveraineté nationale, etc. Il y va de l'intérêt de beaucoup de pays, de beaucoup de régions, et l'Afrique est véritablement, de ce point de vue-là, concernée. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que beaucoup de pays africains, dans les dernières années, sont ceux qui plaident le plus en faveur d'un traité efficace, rigoureux pour le contrôle des armes, parce que les populations civiles africaines en paient le prix depuis des années, et ce prix est terriblement lourd en termes humains, en termes politiques, en termes stratégiques. Je voudrais que nous rejoignions en direct par téléphone d'Oran, Kamel Daoud, éditorialiste au quotidien d'Oran. Bonjour Kamel Daoud. Bonjour. Nous voulions savoir un peu comment, au fond, l'Algérie, ce matin, se réveillait également donc avec justement les suites et la fin de la prise d'otage donc du site d'Il Amenas. Est-ce que vous avez d'abord là des informations éventuellement qui surgiraient ça et là ou dans la presse, à la radio algérienne, et quel est un peu le climat en Algérie après ces 2 journées? On dit au fond qu'il y a une sorte de stupeur et d'inquiétude de voir ressurgir un climat tendu comme c'était le cas dans les années 90 chez vous, Kamel Daoud. Oui, tout à fait. Pour commencer par l'information, vous savez, en Algérie, le régime ne communique absolument pas. Toutes les informations qu'on peut avoir sont des informations très parcellaires, émiettées à partir de sources qui ne sont pas officielles. Ouais. L'affaire a été gérée pratiquement à la stalinienne. On n'a pas eu pas d'infos. Le ministre de l'Intérieur a intervenu hier pour parler plus ou moins avec beaucoup de généralité. Le ministre de la Communication, qui généralement n'a aucun poids au sein du gouvernement, a été poussé à prendre la parole hier aussi au JT, mais pour dire des banalités sans autre précision. Donc il n'y a pas d'information. La conséquence, c'est que ça a créé un climat de peur dans la rue algérienne. On n'en parle pas. Les Algériens se retrouvent encore plus isolés qu'autrefois. Ouais. Alors, cette peur, moi, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai rencontré beaucoup de gens, des chômeurs, des gardiens de parking, des gens dans les rues qui me posaient la question, est-ce que c'est le retour de la guerre? Ouais. Et on sent que l'actualité, elle est vue à travers le traumatisme des années 90. Dans cette affaire, les Algériens voient le retour des années 90, voient l'isolement de l'Algérie qui se profile. Tout le monde disait, oui, pour une fois, on commençait à être fréquentable, on commençait à être un pays plus ou moins stable, et maintenant, c'est quasiment les années 90 avec
ce qui s'est passé à In Amenas. Et les Algériens accueillent ça avec beaucoup de peur. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, un retour aux années 90? C'est-à-dire qu'on craint quoi? Qu'il y ait au fond un terrorisme islamique à nouveau présent dans le pays qui induirait une répression et une mainmise encore du pouvoir et de la sécurité algérienne sur la population? C'est de cela qu'il s'agit? Non, je pense qu'il s'agit surtout de perdre plus ou moins cette stabilité qu'on a eue depuis 5 ans. Et puis de perdre cette fréquentabilité de l'Algérie qui commence à être plus ou moins fréquentable depuis 5 ans aussi. C'est-à-dire retomber un petit peu dans l'isolement, dans la solitude des années 90, et puis retomber aussi dans les schémas classiques du tout sécuritaire des années 90. Oui, voilà, donc ce fameux tout sécuritaire. Mais alors, est-ce qu'il y a, qui se font jour ça et là, des critiques, cela dit à nouveau, par rapport à l'armée algérienne? Un de vos confrères d'El Watan, je crois, notait par exemple qu'au fond, avec cette affaire d'In Amenas, l'armée algérienne s'est distinguée par sa passivité, comme elle s'était distinguée par sa passivité en 97 et en 98, avec les attaques sanglantes du GIA. Alors non, ce n'est pas de la passivité, je suis pas d'accord, mais surtout il y a un sentiment que l'affaire a été gérée avec beaucoup d'amateurisme. On a le ministre de la Défense et le président de la République, c'est quelqu'un qui a plus de 70 ans. Le vice-ministre de l'armée, enfin ce n'est pas réellement un ministre, c'est quelqu'un qui a été mis là pour question d'équilibre. Les Algériens parlent d'amateurisme, ils ont accueilli l'affaire avec beaucoup de stupeur. On ne s'attendait pas à autant d'amateurisme dans la gestion de cette affaire. Alors c'est un amateurisme d'un point de vue de communication, mais aussi d'un point de vue... Et puis, d'un autre côté, vous savez, le régime, pendant toute une année, il a joué sur deux choses. D'abord, la souveraineté, durant les élections de mai 2012, en disant que le pays menaçait. Donc, il fallait stopper les révolutions un petit peu, la menace de contagion de révolution du printemps arabe, en jouant sur la carte, disons, hyper-nationaliste. Et d'un coup, on se retrouve avec un régime qui ouvre son espace aérien pour une intervention au Mali, ce qui a été plus ou moins mal accueilli par des Algériens. La seconde des choses, c'est que la légitimité du régime, elle est tirée de sa fonction de tuteur de la sécurité. Ça fait une année qu'on nous rabâche l'histoire que les frontières sont bien gardées, que l'Algérie est vigilante, etc. Et là, on se retrouve avec quelque chose de vraiment énorme qui ne s'est même pas passé durant les années 90, durant la guerre civile. Jusqu'à présent, l'Algérie, justement, avait montré beaucoup de réserves dans l'idée qu'il fallait qu'elle s'engage effectivement sur toutes ces questions autour, notamment liées aux révolutions arabes, et là, en l'occurrence, avec la question française au Mali. Et puis, effectivement, il y a eu un retournement, puisque l'État algérien a permis le survol de l'Algérie donc par les avions français. On parle même d'une demande d'autorisation maintenant pour les pistes d'atterrissage, d'autoriser les avions français, voire d'ailleurs anglais ou américains, d'atterrir sur les bases algériennes. Mais enfin, c'est surtout la question française qui pose un problème. Est-ce que ça veut dire là que, malgré la bonne entente affichée entre les deux pays à quelques jours après la visite de François Hollande en Algérie, il y a une crainte de ce qui serait, une forme de néocolonialisme ou d'impérialisme français? Oui, vous savez, les Algériens sont marqués, comme je l'ai dit tout à l'heure, par deux traumatismes majeurs. D'abord, celui le plus récent des années 90, c'est la guerre civile, ça les a marqués. C'est pour ça que, un petit peu, la tentation d'un printemps algérien n'a pas beaucoup fonctionné. Les gens ne veulent pas revivre les années 90 comme ce qui s'annonce ailleurs, en Égypte ou en Libye ou en Tunisie, etc. Et le deuxième gros traumatisme, c'est la colonisation française. Et avec l'affaire du Mali, beaucoup d'Algériens vous disent on se retrouve avec la guerre 2 en 1, c'est-à-dire avec le trauma colonial ou néocolonial et le trauma de la guerre civile et les islamistes en même temps. Brice Couturier. Oui, j'aurais posé une question. Le gouvernement algérien a annoncé qu'il avait fermé sa frontière avec le Mali, donc pour empêcher ces groupes islamistes de se balader librement avec leur 4x4 avec des mitrailleuses dessus. Mais comment un pays comme l'Algérie, malgré la solidité de son armée, qui est reconnue, peut-il fermer une frontière qui fait 1400 km de long? Dans le sable. Dans le sable, dans le désert. Kamel Daoud. Oui, bon, c'est surtout un effet d'annonce quand on dit fermer les frontières. On n'arrive même pas à contrôler les frontières avec le Maroc ou par où transitent des camions de drogue. Donc, fermer les frontières au sud, ça vraiment, c'est de l'effet d'annonce. Moi, j'y ai jamais cru de toute façon. Tout cela se déroule en plus sur un climat de quasi pré-campagne électorale en Algérie. Bouteflika briguerait visiblement sans doute un 4e mandat, donc j'imagine qu'il y a un enjeu intérieur national important dans cette histoire d'In Amenas, Kamel Daoud.
Écoutez, pour beaucoup d'Algériens, la question le revirement de la politique algérienne par rapport à l'intervention française au Mali, c'est surtout pour une cuisine de politique interne, électoraliste interne. Beaucoup de gens vous disent que Bouteflika aurait négocié des soutiens externes en permettant, en ouvrant l'espace aérien algérien, en ayant une position un peu plus coopérative pour la guerre française au Mali. Beaucoup de gens disent que c'est une manière de négocier un petit peu des soutiens internationaux pour un 4e mandat. Daniel Salnave, une question ? Oui, j'avais une question à vous poser. Nous, en France, qui avons suivi avec beaucoup d'intérêt et d'horreur les événements qui ont accompagné la véritable guerre civile qui a ravagé votre pays, est-ce qu'on a l'impression maintenant que ça donne presque raison à la violence et à la brutalité avec laquelle l'armée a essayé, et parfois a réussi, à éradiquer certains groupes dans la partie nord de votre pays. Est-ce que ce sentiment-là, je dois continuer à le ressentir, ou est-ce que vous pensez que c'est une erreur ? Écoutez, il y a eu une facture, et cette facture nous la payons jusqu'à maintenant. Il y a eu une guerre civile, et ce n'est pas une guerre qui a été propre. Pour beaucoup de terroristes maintenant, par exemple les auteurs de l'opération Nina Menace, il faut savoir que les djihadistes un petit peu acquièrent de la légitimité non seulement en combattant, mais en étant combattus. Oui. Et c'est un mécanisme très complexe. Plus un djihadiste combat, plus il est combattu, plus il apparaît et sa capacité de recrutement et de visibilité augmente. Et donc, vous me dites que l'Algérie a peut-être eu raison en optant pour une éradication plus ou moins ferme pour faire face au terrorisme ou aux djihadistes. Je suis tout à fait d'accord. Mais il y a eu la facture, elle était très lourde. La suite, le post-islamisme en Algérie, ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas la liberté, ce n'est pas l'ouverture du champ politique. On est encore dans un système qui est très policier, très verrouillé et très fermé. En témoigne la gestion de l'affaire de Nina Menace. Pas de communication, pas d'image, pas d'explication pour l'opinion algérienne, rien du tout. C'est une opération qui a été menée dans une sorte à la manière algérienne, à la manière de l'armée algérienne, comme durant les années 90. À la manière Poutine, lit-on ça et là. Exactement. Ouais. Kamel Daoud, est-ce que c'est pour cette... enfin, quand vous parlez justement le post-islamisme n'a rien donné en Algérie, bon, est-ce que c'est pour ces raisons-là aussi, au fond, que l'Algérie, comme certains l'ont observé, commenté, n'a pas participé à ce qu'on appelle à ce fameux printemps arabe de la Tunisie, de l'Égypte et voire de la Libye, c'est-à-dire au fond dans la crainte, quoi qu'il arrive chaque fois, au fond de provoquer quelque chose qui ressemblerait à un retour des années 90. Exactement, ça. Le régime, il a énormément joué sur ce sentiment-là, et ça a marché. Vous savez, au début, beaucoup de gens me disaient, en février 2011, quand on a essayé de faire bouger les choses, vous dites d'accord, on est pour le changement, on veut un changement, on veut de la démocratie, on veut de la liberté, mais est-ce que c'est pour revenir à un califat, à un émirat islamiste? Donc, on est piégé un petit peu entre les deux. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, les gens, est-ce qu'on fait tout ça, pour avoir des Ranouchi à la tête d'un État moderne, avoir des salafistes un peu partout, etc. Donc, ça sert à rien. Et beaucoup d'Algériens sont dans une sorte d'attentisme un petit peu inquiet en regardant ce qui se passe ailleurs dans le monde arabe. Ouais. Pour conclure, juste, enfin, alors, sauf que le paradoxe, vous diront certains, c'est que du coup, les Algériens préfèrent un gouvernement tout de même assez autoritaire qui détient entre 5 ou 6 colonels la rente gazière, mais qui ne profite pas à la population, puisque elle devrait en profiter, mais enfin, ce n'est pas le cas. Oui, paradoxalement aussi, ce que les Algériens reprochent à leur régime, ce n'est pas une sorte d'autoritarisme qui n'existe pas en Algérie. Nous n'avons pas une dictature à la Moubarak ou à la Bachar al-Assad. Nous avons ce qu'on appelle tous une dictature molle. C'est-à-dire, ce que les Algériens reprochent un petit peu au régime, c'est la non-gouvernance, c'est la dilapidation. C'est un pays qui est très riche, très mal géré. C'est ce que énormément d'Algériens reprochent au régime. Ce n'est pas qu'il soit dictatorial, il ne l'est pas. De manière nous avons une presse plus ou moins libre par rapport à d'autres pays arabes. Mais ce qu'on lui reproche, c'est la non-gouvernance absolue, aveugle et qui coûte énormément à l'Algérie. Et de ne pas mettre au travail ces forces vives que l'on sait à la jeunesse du pays, théoriquement, devrait vous propulser au niveau du PIB de la Chine, théoriquement. Oui. Kamel Daoud. On reste en Algérie, le régime reste braqué sur une
une crispation très sécuritaire. Il y a un internaute qui a remarqué avec beaucoup de finesse que on arrive à tabasser des chômeurs à Ouargla où il y a beaucoup de chômeurs, où chaque fois ils essaient de manifester, ils se font tabasser, mais on n'arrive pas à surveiller un poumon du gaz algérien qui produit à peu près 18% du gaz. Et ça, ce qui est assez bizarre. Merci infiniment Kamel Daoud. Je rappelle, vous êtes éditorialiste, journaliste au quotidien d'Oran. On peut vous lire d'ailleurs très facilement grâce à Internet, et vous êtes très souvent repris sur le site slate.fr. Merci encore et à une prochaine fois. Nous arrivons quasiment au bout de cette émission. Voilà, 2-3 questions encore pour évidemment Francis Perrin, Brice Couturier. Oui, Francis Perrin, tout à l'heure vous souligniez les problèmes posés par le trafic d'armes depuis les stocks libyens. Alors qu'aux États-Unis, Barack Obama est en train d'essayer de faire passer une législation pour interdire la possession par les citoyens américains d'armes d'assaut lourdes, qu'est-ce qu'on peut faire pour désarmer ces groupes mafieux surarmés par des stocks piqués dans les vieux dépôts des dictateurs libyens et autres? Demain, peut-être les armes chimiques détenues par le régime syrien, et pourquoi pas après-demain les armes nucléaires détenues par le régime pakistanais, qui n'est pas très solide non plus. Les États sont des acteurs rationnels, les bandes islamo-mafieuses, elles sont faites de garçons qui sont drogués, illuminés et qui sont autrement plus dangereux. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour aller chercher un par un ces groupes et les désarmer, comme Obama est en train de désarmer les Américains qui détiennent des armes extrêmement dangereuses? Alors pour le président Obama, on l'espère, mais ce n'est pas encore fait. On sait très bien le problème politico-culturel aux États-Unis sur la question des armes. La direction est bonne, très clairement. Enfin, on dirait, mais c'est loin d'être encore fait. Nous verrons. Mais c'est la bonne direction. Le problème que vous posez est évidemment énorme. Il est très difficile d'y répondre en 1 ou 2 minutes, mais au minimum, il faut combattre évidemment ces groupes. Il est très difficile d'aller chercher ce qu'ils ont actuellement. Le minimum qu'on peut faire, c'est, à partir de maintenant et pour l'avenir, d'essayer de leur compliquer l'approvisionnement, le réapprovisionnement en armes et en matériel militaire et en équipement de sécurité. Et c'est tout l'objet du débat justement sur ce futur, enfin j'espère en tout cas, traité au niveau des Nations Unies sur le commerce des armes. Faire en sorte que les exportations d'armes fassent l'objet d'une vigilance beaucoup plus grande et qu'un certain nombre de critères soient fixés, c'est-à-dire qu'on ne pourrait plus exporter d'armes vers des pays dans lesquels il y a un risque de conflit, vers des pays ou des régions dans lesquelles il y a de fortes tensions internes, des pays dans lesquels il y a des violations importantes des droits de l'homme. Donc fixer un certain nombre de critères qui s'imposeraient à l'ensemble du monde, c'est un enjeu évidemment tout à fait énorme. En même temps, on n'a quand même jamais été aussi près de la conclusion de ce traité. Ce n'est pas fait, attendons cette conférence. Mais voilà, c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Ensuite, pour le stock existant, qui est détenu par des gens pas toujours très sympathiques, ça évidemment c'est une question majeure. Ces groupes doivent être combattus dans le respect évidemment du droit international, parce que toute répression n'est pas non plus acceptable, soyons très clairs là-dessus. Mais les drones américains, par exemple, qui vont... La question des drones est un vrai problème. Légalement, au regard du droit international, c'est clair. Ça peut être des méthodes d'exécution extrajudiciaire. Donc, il n'y a pas de raison que les drones, c'est une arme. En ce moment, en Afghanistan. Il n'y a pas de raison que ça échappe à tout cadre légal. C'est une arme comme une autre, particulière, mais comme une autre. Merci Francis Perrin d'avoir accepté notre invitation ce matin au Matin de France Culture. Je rappelle, directeur de la rédaction du magazine Pétrole et Gaz Arabe. Et bien sûr, on fera appel à vous chaque fois qu'il sera question d'avoir des lumières sur tous ces complexes problèmes énergétiques et diplomatiques dans le monde.